Bonjour. Avant de débuter cette newsletter, j'ai totalement conscience que je parle d'un point de vue privilégié. Les questions que je vais aborder, elles ne s'adressent pas nécessairement à des personnes qui ont besoin de travailler pour survivre. Et je parle vraiment du mot survivre. Et il y a de plus en plus de personnes dans cette situation en France. Et bien sûr, j'ai conscience que les questions que je vais aborder dans cette newsletter les dépassent complètement. C'est pas le sujet, et c'est pas une newsletter politique dans ce sens-là. Et c'est important de l'avoir bien en tête en l'écoutant ou en les lisant ou en la regardant sur YouTube. Par ailleurs, je vous rappelle qu'elle est intégralement filmée, et donc vous pouvez me retrouver sur YouTube. C'est une chaîne qui s'appelle Vlan Podcast, tout simplement, et je serais ravi de vous y retrouver. Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui regardent les podcasts, donc je me suis filmé tout simplement. Donc j'espère que ça vous plaira, et on est parti. Alors septembre arrive avec ses promesses de renouveau et ses résolutions de rentrée. Et comme moi, vous êtes peut-être passé l'été à vous poser des questions métaphysiques. Et en particulier, parce que l'été, on remet plein de trucs en perspective, c'est quoi avoir une bonne vie? Alors bien sûr, ça sent les discussions jusqu'à pas d'heure avec une ou plusieurs bonnes bouteilles de rosé, si tant est qu'il existe quelque chose comme une bouteille de rosé. Et j'avais un peu anticipé ces conversations avec ma précédente newsletter sur les désirs, bien sûr. D'ailleurs, j'étais assez étonné de voir à quel point elle vous a marqué. J'avais pas vraiment anticipé, mais comme quoi cette thématique, je crois, vous parle. Et évidemment, ce sujet de la bonne vie est intimement lié avec celui des désirs, mais on va y revenir. J'espère que vous avez passé un bel été, rempli de soleil, de repos, de rire, de discussions. En ce qui me concerne, je suis parti en vacances une semaine, mais j'ai passé la plupart du temps à travailler, ce qui est quand même plutôt comique pour une personne qui va vous parler de la bonne vie et qui prône le ralentissement. Comme quoi, on a des tonnes de contradictions. Oui, je vous confirme. Mais néanmoins, je vous rassure, j'ai quand même beaucoup ralenti. Mais c'est vrai que je me suis pas beaucoup arrêté, en tout cas pas assez, ou en tout cas pas comme je l'aurais souhaité. Vous comprenez que du coup, pour moi, particulièrement la question de c'est quoi au fond d'une bonne vie, ça me parle énormément. Parce que voici le paradoxe. En fait, notre époque, nous n'avons jamais eu autant d'outils pour réfléchir au bonheur. On n'a jamais eu autant de livres de développement personnel, autant de podcasts sur l'épanouissement. Et pourtant, on n'a jamais aussi été perdu sur ce qui constitue réellement une vie bien vécue. J'ai l'impression. Et en fait, peut-être que il faut commencer par se regarder en face et regarder en face ce que notre société considère comme une vie réussie. C'est quoi le succès? Et en fait, la recette, elle est relativement simple et elle est universellement, dans les pays occidentaux en tout cas, acceptée. Il faut simplement accumuler de l'argent, du pouvoir, de la notoriété, se marier, faire des enfants, cocher les cases dans le bon ordre, poster les photos au bon moment, évidemment sur Instagram, sourire sur LinkedIn quand on annonce sa promotion, sans parler évidemment de toutes les concessions et des renoncements qui sont liés, optimiser sa vie comme on optimise un algorithme, et voilà. Alors bien sûr, chacun d'entre vous qui écoute ça se dira dans son fort intérieur, non mais franchement, je sais que c'est pas ça, hein. Je suis pas complètement stupide non plus, évidemment. Mais si vous essayez d'être sincère avec vous-même pendant 2 minutes, vous allez vous rendre compte que si je vous dis, par exemple, Brad Pitt ou Steve Jobs, désolé, ce sont 2 hommes, vous allez penser succès. Et peu importe que le premier ait été un grand alcoolique, que c'est ruiné ses relations amoureuses, et sans doute amicales, et que l'autre soit un monstre humain, ça, on n'en parle pas. Pour écrire cette newsletter, je me suis beaucoup appuyé sur Arthur Brooks, qui est un professeur à Harvard, spécialiste du bonheur et donc un auteur. Et lui, il identifie 2 grandes catégories de chercheurs de bonheur. En fait, il les appelle, par commodité, mais de façon trompeuse, on va y revenir, d'abord 1, les épicuriens, et 2, les stoïciens modernes. Les premiers, selon lui, recherchent instinctivement le bonheur dans le plaisir immédiat et la jouissance. Du coup, quand ça va mal, ils augmentent leur niveau de plaisir, que ce soit à travers du shopping, des vacances de luxe,
ou des expériences toujours plus intenses. C'est ce qu'on fait quand on favorise en général ce que j'appelle moi son bien-vivre, à son bien-être, et par exemple qu'on vit une vie à 4000 km/h dans une grande ville comme Paris, New York ou Londres, sans même avoir le temps de voir sa vie défiler sous ses yeux. Les seconds, c'est différent, en fait, ils se concentrent sur le sens et le but. Face à l'adversité, ils vont chercher la signification, la raison d'être, ils vont utiliser le développement personnel, la quête de spirituelle par exemple, ou l'engagement militant pour trouver du sens et trouver du bonheur. Alors bien sûr, chacune d'entre nous pense être libre, mais la réalité, comme je l'ai dit dans ma newsletter sur le désir, c'est que en fait on est fortement conditionné par nos peurs, notre éducation, notre contexte religieux, nos traumas transgénérationnels, etc., etc. Je vais pas vous refaire la newsletter sur le désir, vous pouvez la retrouver ou l'écouter sur le podcast. Ce que Brooke a découvert par contre dans ses recherches, c'est qu'une vie épanouie, ça nécessite nécessairement un mélange assez judicieux des deux approches, c'est-à-dire le plaisir et le sens. Mais ce mélange, en fait, les vrais philosophes antiques, ils l'avaient déjà théorisé il y a plus de 2000 ans. On n'a rien inventé, et en plus, c'était de manière beaucoup plus sophistiquée que nos tentatives modernes aujourd'hui, de manière assez étrange. En fait, je crois, de manière plus générale, que c'est hyper intéressant, dans une période tumultueuse, de revenir à la philosophie. Et avant même la philosophie, c'est intéressant de regarder l'impact de nos peurs primitives. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, ils avaient des priorités relativement simples. Survivre, se reproduire et éviter l'exclusion du groupe. Et leur cerveau, ils ont développé des mécanismes ultra efficaces. Accumuler des ressources quand c'est possible, parce qu'on ne sait jamais quand viendra la famine. De deux, rechercher un statut social élevé, parce qu'on a besoin d'attirer tout simplement les meilleurs partenaires et protéger sa descendance, et ça se fait par le statut social, et puis se conformer aux normes du groupe, c'est-à-dire éviter le bannissement qui équivaut à une mort certaine. Vous connaissez cette phrase de Platon, l'homme qui vit hors de la cité est soit un monstre, soit un dieu. Et ces réflexes, ils étaient parfaitement adaptés évidemment à une époque où un hiver difficile pouvait décimer une communauté entière, et où la survie de nos gènes dépendait évidemment de notre capacité à rivaliser avec les gènes de nos congénères. Bien sûr, le problème, c'est que aujourd'hui, on vit dans une société d'ultra-abondance. Alors, pas pour tout le monde, je l'ai dit en introduction, mais quelque part quand même, on vit dans une société hyper abondante. On produit pour 10 milliards de personnes de la nourriture, même s'il y a des personnes qui meurent de faim, évidemment. Et pourtant, on continue à se comporter comme si notre survie dépendait de notre capacité à avoir plus que le voisin. Plus d'argent, plus de likes, plus de tout. Et notre cerveau humain, qui est préhistorique, il n'a pas beaucoup évolué, face au salaire de notre collègue ou aux vacances de notre ami qui sont largement montrées sur Instagram, ça va activer les mêmes circuits de menaces que nos ancêtres face à un rival qui avait trouvé, un meilleur territoire de chasse par exemple. Cette peur ancestrale de manquer, en fait, elle explique pourquoi tant de gens continuent à accumuler bien au-delà de leurs besoins. Et pourquoi, évidemment, le succès financier reste l'étalon or de la réussite et pourquoi nous avons tant de mal à nous contenter de ce que nous avons. Vous voyez, ça remonte à la manière dont notre cerveau a évolué, comment il s'est constitué, et donc on a des mécanismes automatiques de fonctionnement, et évidemment l'accumulation en fait partie. Et ce petit retour en arrière, ça permet de comprendre pourquoi notre cerveau n'est pas optimisé pour la quête de bonheur, mais tout simplement pour la survie. Et en fait, ça a des conséquences assez importantes. Mais il y a aussi un héritage aussi important, qui est plus récent, mais tout aussi puissant et qui façonne notre rapport au bonheur. Et évidemment, c'est celui de la religion. Parce que quand la religion devient une injonction sociale, en fait, par exemple, le christianisme, il a apporté une révolution conceptuelle majeure. L'idée que la souffrance a un sens, que le sacrifice, ça sera récompensé. Il y a des tonnes de citations dans ce sens-là. La première, c'est sans doute « Heureux les pauvres en esprit ». La deuxième, « Les derniers seront les premiers ». Ou alors, « Il est plus difficile à un riche d'entrer au royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille ».
voyez toutes ces citations, en fait, c'est tout un ensemble de valeurs qui nous montrent de la compassion, de l'humilité, du service aux autres, et qui ont permis d'ailleurs à des millions de gens de supporter l'insupportable, mais aussi sans doute à des personnes d'aider leurs prochains, en donnant un espoir transcendant. Mais regardez ce que ces valeurs sont devenues dans notre société, en fait. C'est intéressant. Cette société complètement sécularisée. Mais en fait, l'idée que la souffrance permet de s'ennoblir s'est transformée en un culte de l'effort pour l'effort. Celui qui ne se lève pas à 5 heures du mat pour aller faire sa séance de sport avant de sa journée de travail de 12 heures, c'est un peu quelqu'un qui est pas assez engagé. Celui qui refuse de sacrifier ses week-ends pour son entreprise ou qui ne répond pas à ses mails pendant le week-end, il manque d'ambition. Celui qui prend du plaisir sans vraiment l'avoir mérité par un effort préalable, il génère de la suspicion. Et d'ailleurs, c'est hyper étrange parce que ce que j'ai observé chez moi, c'est que lundi dernier, j'ai passé mon après-midi entière à prendre un cours de kitesurf. Résultat, je suis rentré et j'ai travaillé jusqu'à 23 heures parce que je m'en voulais, en fait, de pas avoir travaillé toute la journée. Voilà. Typiquement, ça agit sur moi et je peux l'observer. Et l'injonction d'aider son prochain, en fait, elle s'est muée en une sorte d'obligation de performance altruiste qui est vraiment plus de la performance parce que c'est surtout démontré sur les réseaux sociaux plus que réel. Et du coup, sur LinkedIn, on montre les actions caritatives. Sur Instagram, on montre ses engagements. Dans sa bio Tinder, on va montrer ses valeurs humanistes. Et cette vertu, elle est devenue un produit marketing. Elle est assez rarement très ancrée d'ailleurs, mais elle est très présente. Et après, il y a évidemment l'espoir du royaume des cieux, et qui s'est transformé en une promesse de récompense différée. Si tu travailles dur maintenant, tu pourras profiter plus tard. Ou alors, si tu fais des sacrifices pendant tes jeunes années, tu auras une retraite dorée. C'est complètement faux d'ailleurs, mais voilà, c'est toute l'idée qu'on s'en fait. Si tu investis dans ta carrière, l'épanouissement personnel, il viendra ensuite. Résultat, en fait, on vit dans un monde où se reposer, c'est suspect, où prendre du plaisir, immédiat bien sûr, ça génère de la culpabilité, où le burn-out, c'est devenu une sorte de badge d'honneur, complètement débile, mais ça prouve, pour un certain nombre de personnes, qu'on a tout donné, entre guillemets. Les frères philosophes du bonheur, en fait, ils ont bien sûr une autre manière de voir les choses. Mais ce qu'ils nous ont légué a été beaucoup déformé. Les philosophes antiques, ils avaient une vision du bonheur qui est donc plus sophistiquée que les caricatures qu'on en fait aujourd'hui, bien sûr. En commençant par Épicure, qui a sans doute été la victime de la plus grande déformation de l'histoire de la philosophie. En fait, loin d'un débauché hédoniste qu'on imagine, un épicurien, c'est quelqu'un qui consommerait à tout va. En fait, lui, il prenait un hédonisme d'une intelligence assez remarquable, parce que pour lui, le vrai plaisir, il était droit, sain, et même si vous l'examinez attentivement, en fait, Épicure, c'est quelqu'un de plutôt très austère en réalité. Il distinguait soigneusement les plaisirs, ce qu'on appelle kinétiques, c'est-à-dire actifs, intenses mais éphémères, des plaisirs, accrochez-vous, catastématiques, si je ne me trompe pas, catastématiques, qui sont stables, durables, liés à l'absence de douleur et de troubles mentaux. Et en fait, son objectif à lui, c'était l'ataraxie, c'est-à-dire une sorte de paix intérieure profonde qui vient quand on a appris à distinguer les plaisirs qui nous font vraiment du bien, qui construisent, de ceux qui nous détruisent. Les désirs naturels et nécessaires, des désirs qui sont vains et créés par la société. Épicure, lui, il vivait d'ailleurs avec dans une simplicité vraiment extrême, en se contentant souvent de pain et d'eau, la plupart du temps en tout cas. Parce que lui, il considérait que tout surplus de plaisir, c'était un bonus et pas nécessairement une nécessité. Donc vous voyez, très loin de l'image qu'on a d'Épicure. Et en fait, l'image qu'on a d'Épicure, elle a été salie parce qu'en fait, on nous a servi dans notre culture générale quelque chose où on était autour de l'abondance absolue. Mais en fait, c'est surtout lié à des guerres entre écoles philosophiques de l'époque qui ont essayé de discréditer son travail, tout simplement. Ensuite, il y a les stoïciens. Donc Sénèque, Marc Aurèle, Épictète, etc. Et eux aussi, évidemment, ils ont été victimes de caricatures. C'était pas des robots insensibles, mais plutôt des penseurs d'une profondeur assez incroyable. Et leur philosophie était ancrée dans cette distinction vraiment importante, mais aussi révolutionnaire, entre ce qui dépend de nous, c'est-à-dire nos pensées, nos intentions, nos désirs, nos décisions, nos valeurs, et ce qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire les événements extérieurs,
les actions des autres, notre réputation et notre mort. Et on a tous en tête, en tout cas moi j'ai très en tête cette citation que je ne suis pas capable de citer de tête justement, mais que je vais vous lire de Marc Aurèle, qui est avoir la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse de distinguer les premières des secondes. Et cette distinction, c'était pas une résignation passive, mais plutôt une libération active. Parce que en concentrant toute mon énergie sur ce que je peux contrôler, vraiment, en fait, on devient infiniment plus efficace et serein, évidemment. Et en fait, ce même Marc Aurèle que je vais beaucoup reprendre dans cette newsletter, dans cet épisode, qui était littéralement l'homme le plus puissant de son époque, bien sûr, il écrivait dans ses pensées, en fait, c'est important de se contenter de vivre de manière douce et satisfaite et du fond du cœur être reconnaissant. Donc, pas de course au pouvoir pour le pouvoir, mais l'usage du pouvoir selon la vertu. Même si, pour être tout à fait sincère, j'imagine le bonhomme pris dans ses propres contradictions, lui aussi, parce qu'on est tous des êtres complètement contradictoires. Platon, lui, il explorait déjà cette question de l'équilibre entre le plaisir et la sagesse, en concluant évidemment que la vie mêlée, celle qui combine harmonieusement les deux, est plus désirable que l'une ou l'autre isolément. En fait, une intuition que la recherche moderne a complètement confirmée, évidemment, depuis. Ces philosophes, ils avaient compris quelque chose que notre époque a complètement, je crois, oublié, ou en tout cas qu'on a tendance à mettre de côté. Mais le bonheur, c'est pas un état qu'on atteint, c'est une manière de naviguer dans l'existence. Je vous le répète, le bonheur, c'est pas un état qu'on atteint, c'est une manière de naviguer dans l'existence. Et les sciences modernes, elles confirment évidemment ces intuitions antiques. Ce que Brooke découvre dans ses recherches contemporaines fait totalement écho avec ses sagesses millénaires. Le bonheur durable, c'est pas principalement alimenté par l'argent, le pouvoir, le plaisir immédiat, ou même la renommée, bien sûr. Les vrais leviers du bonheur dans une vie, qu'elle soit d'ailleurs professionnelle ou au niveau individuel, personnel, ça inclut le sentiment d'autonomie, c'est-à-dire avoir le contrôle sur ses choix, le progrès, c'est-à-dire l'apprentissage, la croissance continue, et la connexion, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance et d'être accepté pour qui on est vraiment. Donc là, on revient vraiment aux bases de la pyramide de Maslow. Mais attention, l'idée, c'est pas d'être juste invité à la danse, mais d'être accepté tel que vous êtes. Et même, pourquoi pas, de pouvoir être le DJ sans être la personne pénible qui demande de mettre cette musique XY que vous souhaitez absolument entendre. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir vraiment un rôle actif dans la création de votre environnement social et professionnel. Et j'avoue, le capitalisme ne nous aide pas beaucoup là-dedans. Le travail, néanmoins, ça peut être source de sens durable. Mais en fait, ça doit principalement servir les autres pour que ce soit une source de sens. Brooke, il donne l'exemple que je trouve assez frappant d'un agent d'assurance qui peut trouver du sens profond parce que lui estime ou elle estime qu'elle élimine la peur de quelqu'un. Et c'est très différent d'une personne qui va être aussi quelqu'un qui va travailler dans l'assurance et qui vend juste des polices d'assurance. C'est la même activité avec deux perspectives qui sont radicalement différentes. Deux niveaux de satisfaction professionnelle qui sont aux antipodes. Et finalement, une des découvertes les plus importantes est l'intégrité et la cohérence, qui sont fondamentales, bien sûr, pour le bonheur. Et c'est hyper intéressant parce que la recherche montre que la perception de sa propre insincérité, ça nuit profondément à notre besoin de nous voir comme authentiques et cohérents. Et cet alignement, il est évidemment hyper important. Si vous prêchez par exemple des valeurs transcendantales, mais que vous êtes secrètement motivé par l'argent, le pouvoir ou la célébrité d'ailleurs, cette incohérence, elle va être perçue par les autres. Mais en fait, surtout, elle va être perçue par vous-même. Vous le savez dans votre fort intérieur. Et votre bien-être, il va en pâtir. Vous pouvez vous pouvez mentir aux autres, mais ça dure jamais vraiment très longtemps. Moi, quand je me questionne sur mes motivations profondes, je sais que j'adore regarder des vidéos ou lire des textes de personnes sur leur lit de mort et ce qu'ils auraient adoré faire plus dans leur vie. Et généralement, en fait, on se rend compte que c'est plutôt très simple et on va y revenir dans cette newsletter. Et c'est important de réfléchir à ça parce que l'idée, c'est de redéfinir ce que c'est que le succès et comment sortir de cette spirale de l'accumulation. Comment je fais pour redéfinir ce qu'est une bonne vie dans un monde qui, nous bombarde constamment
de fausses promesses de bonheur. Et puis 2 aussi qui nous invitent à courir alors qu'en fait, il n'y a rien à gagner au bout puisqu'on ne peut plus améliorer sa qualité de vie en travaillant. Mais d'abord, il faut revenir à cette condition fondamentale que Brooke considère comme le point de départ, qui est cette phrase très basique, mais connais-toi toi-même. Donc, êtes-vous plutôt un épicurien ou un stoïcien dans votre approche naturelle du bonheur ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez plutôt tendance à chercher le plaisir quand ça va mal, ou plutôt le sens ? Ni l'un ni l'autre n'est supérieur. L'idée, c'est pas de se dire, moi je suis l'un, je suis l'autre. On est souvent un peu les deux, mais c'est hyper important d'identifier qu'est-ce qui vous permet d'avancer, qu'est-ce qui vous permet de trouver un équilibre. De mon côté, je l'ai dit plusieurs fois, mais j'aime bien cette différence. J'aime bien différencier le bien vivre, mon bien vivre, c'est-à-dire l'accumulation, et puis le bien-être. Et je trouve que ces 2 mots expriment vraiment bien la manière de balancer ma propre vie. Et s'il n'y a pas de limite haute au bien vivre, et qu'on peut rentrer dans cette spirale jusqu'à épuisement, et que par ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça donne de la liberté, mais pour connaître beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, je me rends bien compte que ça ne fonctionne pas. Mais moi, en tout cas, j'ai décidé de me concentrer sur mon bien-être, tout en maintenant mon bien-vivre. Et je sais, parce que je vis à 70% de mon temps, en tout cas à Lisbonne, que si je vivais à 100% de mon temps à Paris ou à New York, je gagnerais plus. J'aurais plus d'opportunités j'aurais plus de soirées, plus de réseaux, plus de notoriété. Et c'est vrai. Mais ça serait à un prix considérable pour mon bien-être. Et donc, c'est pas le choix que j'ai fait. Ensuite, en questionnant radicalement vos définitions du succès, en fait, on peut aussi revoir où est-ce qu'on se positionne. Platon, il souligne que le vrai homme d'État, on dirait aujourd'hui une personne accomplie, il vise à rendre les gens aussi bons que possible, mais à commencer par soi-même. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer à 3 heures du matin ? Pas ce qui vous stresse, ou ce qui vous nourrit votre ego, bien sûr, mais ce qui vous fait vraiment vibrer. Ce truc qui fait que vous pourriez accepter de vous lever à 3 heures du mat ou à l'aube. Ce qui vous fait perdre la notion du temps aussi, par exemple. Ce qui vous donne envie de raconter votre journée avec des étoiles dans les yeux. Ça, c'est vraiment essentiel. Et surtout, qu'est-ce qui reste quand personne ne regarde ? Quand il n'y a plus de likes à récolter, plus de promotions à décrocher, plus de, plus de reconnaissance sociale. Qu'est-ce qui vous rend fier de vous, au fond de votre lit le soir, quand vous faites le bilan de votre journée ? Ce qui me semble assez clair pour moi-même, en tout cas, c'est que j'adore apprendre et j'adore transmettre. Ça me met profondément en joie. Et en fait, l'étape un peu supplémentaire pour moi, c'est de trouver une manière hyper simple d'exprimer une idée complexe. Typiquement, bien-être, bien vivre. J'ai adoré trouver ce truc. Mais ce qui m'apporte évidemment encore plus, ce sont évidemment mes relations amoureuses, amicales, familiales, mes relations de manière générale. Parce que on est des êtres sociaux. Et en fait, on va se rendre compte que les relations, c'est le cœur de la bonne vie. Parce qu'en fait, toutes les recherches le confirment. Que ce soit les philosophes antiques qui le savaient déjà, mais aussi les recherches plus récentes. Une bonne vie, c'est fondamentalement relationnel. Et Aristote, il affirmait que l'homme est par nature un animal politique. Alors évidemment, pas au sens politicien du terme, mais au sens d'être fait pour vivre en communauté. Polis, c'est la ville, la cité à l'origine. Et la fin suprême, selon lui, est le bonheur de la communauté. Et l'éducation et les lois sont juste des instruments pour former des bons citoyens et assurer leur épanouissement collectif. Et donc c'est pour ça que aussi je ne crois pas très bien à la famille nucléaire et au fait d'être séparés les uns des autres comme ça. Les stoïciens, ils allaient encore plus loin. Marc Aurèle, toujours lui, il considérait l'univers comme une seule cité et tous les hommes comme des citoyens de cette grande société. Pour lui, en fait, tous les êtres rationnels sont faits les uns pour les autres pour se faire du bien. Je ne parle pas d'orgie, je vous rassure, mais on est tous là pour s'entraider en fait. On est des êtres sociaux. Les humains ne s'entretuent pas normalement. Et en fait, on a besoin de répandre l'utilité autour de nous. Mais attention, évidemment, il ne s'agit pas de relations superficielles ou utilitaires. Brooke, il insiste sur l'importance des amitiés profondes, des connexions authentiques. Pas juste d'être invité aux soirées, mais d'être accepté pour qui vous êtes vraiment, avec vos failles, avec vos contradictions. Parce que, en fait, moi, je vois trop de personnes dans ma bulle qui errent aux soirées cool ou qui passent de festival en festival. Il y a eu plusieurs festivals au Portugal en juillet, et puis après, on va à Garbage en Pologne, et puis après, on va à Burning Man à San Francisco.
Et ces personnes-là, pour être sincère, et c'est clairement un petit jugement de valeur de ma part, je suis désolé, mais j'ai pas l'impression qu'elles soient profondément heureuses. J'ai l'impression qu'elles sont complètement perdues, en fait. Mais bon, passons mon petit jugement de valeur. Je suis désolé si vous avez fait ça. Mais en même temps, cette newsletter va sortir au moment de Burning Man, donc vous l'entendrez pas. Et ça va être important d'aller dans la vulnérabilité. Pas une vulnérabilité performative, celle qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, et ça m'angoisse au plus haut point, mais plutôt de refuser les masques sociaux, d'oser faire avec ses failles, ses contradictions, ses biais, et d'intégrer tout ça. Et je vois très peu de personnes qui sont capables d'avoir ce recul sur elles-mêmes. Ça m'inquiète parfois d'ailleurs. Ça suppose d'être authentique avec soi-même, et de revenir à cette question du désir. C'est important d'avoir conscience de ses biais, de ses contradictions, de pouvoir en parler, de les accepter, d'en rire, comme je l'ai fait au tout début de cette newsletter. C'est ok, en fait. Comme c'est ok de dire qu'on a du racisme parce qu'on est né dans une culture raciste. C'est fine. Moi aussi, j'ai des relents de racisme. Je le vois à l'intérieur de moi. C'est pas pour ça que je vais les sortir. C'est pas pour ça que, ça va être très rapide dans mon cerveau. Mais n'empêche que je peux les observer. Moi, une personne qui me dit qu'elle est pas raciste, ça m'angoisse plus qu'une personne qui me dit, bah oui, je vois bien que j'ai du racisme à l'intérieur de moi. Mais c'est pas pour ça que j'agis. En fait, ça me rassure parce que ça veut dire que c'est une personne qui a conscience de ses biais, qui a conscience de ses incohérences et qui a conscience de l'impact de la culture sur elle. Et puis, il y a, je crois, aussi cette compétence fondamentale que notre époque d'hyperconnexion, d'hyper-rapidité nous a fait perdre. Et c'est simplement la capacité à être présent à sa propre vie. Les gens heureux, ils collectionnent pas les expériences comme des trophées Instagram, évidemment. Ils savent transformer le quotidien en moments mémorables. Et d'ailleurs, ça me fait penser aux galères, je ne sais pas si vous la suivez sur Instagram, mais aux galères de Salomé Saké en Slovénie, que moi j'ai adoré regarder sur Instagram, même si je sais qu'elle a été largement critiquée pour avoir partagé sa vie. Alors bien sûr, c'est lié au fait que je connais un petit peu Salomé, personnellement, mais je crois surtout que, et c'est ça que j'apprécie, que c'est dans la galère qu'on génère les meilleurs souvenirs, franchement. Dans quelque chose de très lisse, on se souvient de rien. Et d'ailleurs, on reconnaît les personnes qui savent être présentes en les observant, tout simplement. Bon, en fait, elles savourent leur café du matin au lieu de l'avaler en répondant à leurs emails. Elles écoutent vraiment quand leurs amis leur parlent, au lieu de préparer une réponse toute faite dans leur tête. Tout ça, c'est vraiment des moments, des choses essentielles. Cette présence consciente, c'est pas une technique de méditation à la mode, c'est une véritable philosophie de vie. En tout cas, je crois. C'est l'art, finalement, de faire de chaque moment, même les plus banals, tout simplement une occasion de connexion avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Alors, je dis ça, je parlais de contradiction juste avant, autant vous dire que personnellement, ça reste un objectif, mais que j'y suis pas à 100% du temps, clairement pas. Marc Aurèle, lui qui méditait sur cette vérité, disait, alors beaucoup plus sage que moi j'imagine, ce monde est pur changement, cette vie est opinion, tout passe, tout change, rien n'est permanent, cette impermanence pourrait nous angoisser, mais en fait elle peut aussi nous libérer. Puisque tout passe, autant être pleinement présent à ce qui se vit maintenant. Alors oui, Marc, je suis d'accord. Mais passer de la pensée à l'acte, en ce qui me concerne, c'est pas si facile. Je sais pas pour vous, mais vous me direz peut-être en commentaire, surtout n'hésitez pas. Alors, l'idée pour moi, c'est aussi de vous donner une sorte de petit mode d'emploi pour une rentrée qui serait révolutionnaire. C'est-à-dire, concrètement, comment je fais pour appliquer tout ça ? Comment je fais pour que cette rentrée soit autre chose qu'une énième série de bonnes résolutions qui vont être vite oubliées et avalées dans un monde hyper connecté ? La première étape, c'est peut-être de faire un inventaire authentique, c'est-à-dire de faire un vrai bilan, pas celui qu'on fait pour les autres, mais celui qu'on fait pour soi-même. Et pourquoi pas de se parler à la deuxième personne, comme si vous parliez à une autre personne. Moi, c'est un truc que je fais assez régulièrement. Alors, je vous rassure, ou plutôt, plus que je vous rassure, je vous conseille, le faites pas forcément en public, on va vous prendre pour un fou, mais moi, ça m'arrive régulièrement de dire, mais Greg, je me parle à la deuxième personne. Mais les questions, c'est qu'est-ce qui vous a vraiment rendu heureux ces derniers mois ? Pas ce qui vous a donné de la bonne conscience ou ce qui va impressionner votre entourage, mais ce qui vous a procuré de la joie, une joie authentique, de la satisfaction profonde, en quelque sorte. Pour moi, par exemple, prendre du temps pour lire des romans, faire la sieste, apprendre à faire du kitesurf alors que je suis vraiment une bille et donc de me retrouver dans un univers et dans un environnement où je comprends plus rien et où je perds tous mes repères,
Ça, j'adore. Et d'ailleurs, je vous rassure, je maîtrise toujours rien après 4 cours. J'en suis toujours au même point de départ, quasiment. Je maîtrise un peu mieux la voile, mais je suis clairement pas encore sur la planche. À l'inverse, qu'est-ce qui vous a épuisé sans vous nourrir? Quelles activités, quelles relations, quels engagements drainent votre énergie sans rien apporter en retour? La deuxième étape, c'est finalement la définition personnelle du sens. Parce qu'en fait, on a tous des sens, on a tous une définition qui est un peu différente. Donc, identifiez ce qui vous donne vraiment du sens à votre quotidien. Encore une fois, pas selon les critères sociaux, mais selon vos propres valeurs. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir utile, tout simplement? Qu'est-ce qui vous donne l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand que vous? Et ça peut être d'être présent pour votre mère. Ça peut être... Brooke, d'ailleurs, lui, il insiste sur le fait que le travail épanouissant, c'est celui qui sert les autres. Mais servir les autres, ça peut prendre 1000 formes en réalité. Par exemple, un comptable qui aide, par exemple, une famille à mieux gérer son budget, en fait, ça sert les autres. Un artiste qui crée de la beauté, il sert les autres. Un parent qui élève ses enfants avec amour et avec exigence, il sert les autres. Donc vous voyez, ça peut prendre plein de formes différentes. L'idée, c'est pas de se dire, il y a une manière de trouver du sens. De mon côté, j'avoue, j'ai de la chance parce que la quasi-intégralité de mon travail, ça m'épanouit. Ça me donne du sens. J'adore faire ce que je fais. Ma seule limite, j'avoue, c'est de devoir gagner ma vie et donc d'être contraint à une démarche commerciale. Mais en même temps, pour être tout à fait sincère, je me dis que cette démarche commerciale, c'est aussi bien en ce qui me concerne et avec mes petits traumas et mes petites névroses, parce que ça me contraint à reconnaître d'une certaine manière ma valeur. Ben bref, c'est un autre sujet. Troisième étape, l'art de dire non. Apprendre à dire non à ce qui ne vous correspond pas, même si c'est socialement valorisé. Non aux invitations qui vous ennuient. Non aux projets qui ne font pas du sens pour vous. Non aux comparaisons qui vous diminuent. Et comme le disait Marc Aurèle, toujours lui, l'approbation, elle doit venir de ceux qui vivent selon la nature. Mais c'est votre nature profonde et pas la foule qui suit les modes et les apparences. C'est hyper important. Quatrième étape, il va falloir cultiver des relations authentiques. Investir dans les relations qui vous nourrissent vraiment. Pas celles qui font bien sur votre CV social, mais celles qui vous permettent d'être vous-même. C'est pas si évident, c'est pas si courant les relations qui vous permettent d'être vous-même. Les amitiés, vous pouvez vous montrer sans faille. Vous pouvez vous montrer vos failles, sans jugement. Les amours, vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. Et oser cette vulnérabilité, c'est le prix de l'authenticité relationnelle. Mais c'est là où on trouve vraiment du bonheur. C'est peut-être dans l'audace de la simplicité. Parce qu'au final, une bonne vie, ça tient peut-être dans cette audace, qui est un peu folle, celle d'une simplicité volontaire. Non pas la simplicité par contrainte ou par résignation, mais la simplicité par choix conscient. L'audace de vouloir ce que l'on veut vraiment, sans fioriture sociale. L'audace d'être heureux, sans demander de permission à qui que ce soit. L'audace de définir soi-même ses critères de réussite, même s'ils ne ressemblent à rien de ce qu'on nous vend dans les magazines, dans les journaux, sur Instagram, TikTok ou YouTube. Et dans un monde qui nous vend de la complexité, du toujours plus, du toujours mieux, en fait, il est révolutionnaire de dire, moi, en fait, ce qui me rend heureux, c'est ça. Et ça, ça me suffit. Platon, lui, parlait de la vraie richesse comme finalement d'une vraie monnaie. Une vraie monnaie d'échange pour toute chose, que ce soit la sagesse, la beauté, le courage, la justice, qui sont des valeurs qui ne se dévaluent jamais, qui ne peuvent pas être volées et qui, en fait, grandissent quand on les partage. Alors bien sûr, c'est des jolies paroles, mais néanmoins, c'est quand même pas mal de les avoir en tête. Peut-être que on a besoin d'arrêter de courir. Et vu que j'ai bossé quasi tout l'été, vous allez vous dire, Greg, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Et vous avez raison. Mais néanmoins, j'ai un rythme à l'année qui est plutôt smooth quand je suis à Lisbonne. Mais pour cette rentrée, au lieu de vous demander comment faire pour réussir votre vie selon les critères des autres, demandez-vous plutôt comment faire pour que votre vie vous ressemble. Mais vous ressemble vraiment. Comment faire pour que dans 10 ans, vous puissiez regarder en arrière et vous dire en fait, tu sais quoi, j'ai vécu ma vie, pas celle qu'on attendait de moi, mais celle que moi je voulais pour moi. Et la révolution commence par là en réalité, par cette petite voix intérieure qui sait au fond ce qui est bon pour vous. Alors cette voix que Marc Aurèle, lui, il appelait le génie intérieur,
Nous, dans nos sociétés récentes, modernes, on a tendance à l'appeler l'intuition. Et en fait, il suffit, avec des gros guillemets, juste d'avoir le courage de l'écouter. Et peut-être, de troquer cette course folle contre la danse. Car une bonne vie, au fond, c'est peut-être simplement ça. Une vie où on danse plus qu'on ne court. Donc j'espère que vous êtes prêts à changer de musique. Vous me direz quel genre de morceau vous avez envie de mettre. Sur ce, je vous dis une très bonne journée et une très bonne rentrée. À très bientôt. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.